Bonjour ou bonsoir selon votre emplacement géographique. Donc, on parlera dans ce cours, il y aura plusieurs séries de vidéos. On parlera donc de la restauration TSPITR, donc Table Space Point in Time Recovery. Donc, c'est un cours qui est dédié à des personnes qui ont déjà manipulé les bases de données, Oracle en l'occurrence. Et cette fonctionnalité Oracle qui est très souvent ignorée par les administrateurs de bases de données, donc il est question de faire une démonstration de cette fonctionnalité très intéressante. Donc voici le plan de notre cours. Donc petite introduction. Après, c'est quoi le TS-PITR? Parce que généralement on parle de PITR, mais là on va parler de TS-PITR. Donc il y a les autres solutions de restauration. Donc, en cas de suppression d'un schéma en production, lorsqu'on a fait une organisation de, de sa base de données, euh, on peut, il peut arriver que l'on lance une commande de suppression, donc une commande SQL qui va supprimer notre base de données, va supprimer une table de notre base de données. Donc, par rapport à l'organisation qu'on a faite de notre base de données, est-ce qu'on a organisé notre base de données suffisamment pour pouvoir pallier à ce type de problème? Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir vous montrer comment, avec Herman, on peut faire une restauration de table space. Donc, avec cette méthode de restauration, on ne va pas perturber la production, du moins, euh, l'application si cette application est bien organisée, donc c'est-à-dire que chaque schéma applicatif se retrouve sur un table space, ça veut dire que les actions réalisées par ce schéma-là, par cet utilisateur, seront dans ce table space. Donc, en cas de suppression des données de ce table space, de suppression des données dans ce table space, il y a la possibilité, lorsqu'on a une sauvegarde Herman, de restaurer ce table space et ne pas perturber les autres schémas de notre base de données. Donc, dans le TBS PITR, donc c'est quoi? C'est ce type de restauration va répondre à une organisation que si on a, comme j'ai dit tout à l'heure, dédié pour chaque schéma, on dédie un table space, donc l'organisation de la base de données. Chaque schéma applicatif correspond à un table space et ce table space correspond peut-être à un service. Dans ce cas, si un utilisateur d'un service qui fait une mauvaise manipulation et il supprime un table space, il supprime une table dans ce table space, donc il y a la possibilité de faire cette restauration PITR à chaud, une restauration à chaud, et retrouver les données de l'utilisateur. Donc, les étapes. Donc Herman offre cette possibilité d'automatiser. C'est vraiment une procédure automatique, c'est automatisé. Donc, il y a plusieurs actions lorsqu'on commence ce type de manœuvre qui seront réalisées. Et donc, cette fonctionnalité-là existe bien depuis la version 10. Ça y est, c'est une méthode qui est un peu ignorée. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc, les étapes de fonctionnement. Donc, lorsqu'on va lancer la commande, il y aura première étape, pardon, la vérification de la faisabilité. Donc, on lance le script Herman, en passant par Herman. Herman va vérifier si les actions sont possibles. On parlera de qu'est-ce qu'il faut. Il y a une création d'une instance auxiliaire et on va cloner la base source. On va cloner, troisième étape, on va cloner la base source. On va traiter les fichiers journaux, le traitement des fichiers journaux à un point dans le temps. Ça veut dire que pour une time recovery, on va se dire, lorsqu'on va vouloir restaurer, on va choisir à l'heure, par exemple, de la suppression. Si on sait qu'il y a eu suppression à 10 heures, les données ont été perdues à 10 heures, donc il va falloir préciser ce temps où on veut retrouver les données. Et deuxième étape, il y aura l'export. Donc, il va générer un DOM qui va cloner dans la nouvelle base et puis
la dernière étape, il y aura l'import de ce table space dans la base source. Donc, il y a un contournement. Donc, ici, on peut voir ça. Donc, avec mon curseur ici, on peut voir les actions qui se font. Donc, on est connecté avec Herman ici. On lance notre commande recover table space. Donc, on va voir la commande. Il y a première étape ici, la création. Donc, on va récupérer les backups qui ont été faits dans la base de données source, donc il y a la target ici. Il faut un backup. Il faut un backup, donc on va partir du dernier backup et s'appuyer aussi sur les archives log qui ont eu lieu pour pouvoir restaurer la base. Donc, cette étape étant effectuée, donc récupération du backup classique, lecture de l'archive log, parce que lorsqu'on va préciser ici, dans l'étape 2, le temps qu'on veut lire l'archive log, par exemple, les archives log de 10 heures, si la base, on veut revenir à une heure, à 10 heures. Donc, ici, il y aura cette lecture des archives log ici, en s'appuyant sur le backup qui a eu lieu. Donc, on va créer en troisième étape ici des métadonnées pour reconstituer le fichier export à effectuer. Donc, en étape 3 ici. Donc, ici, on va pouvoir lire le contenu du fichier de contrôle, quatrième étape. On va lire le fichier de contrôle pour pouvoir savoir quels sont les fichiers qu'on va restaurer. Et donc, du coup, cinquième étape, on a créé notre export ici. Donc, on crée l'export qu'on va réinjecter ici dans la base de source. Donc, les prérequis pour réaliser ces actions-là, donc la base de données doit être bien entendu en mode archive log pour pouvoir lire les fichiers journaux. L'espace disque suffisant, il faut avoir l'espace disque suffisant si notre base de données, donc c'est supérieur ou égal à la taille de la base de données. Donc si on a une base de données de 10 gigas, il faut prévoir 10 autres gigas pour pouvoir faire ce type d'action parce qu'il y a clonage de la base de données source et création d'une base fictive ou auxiliaire qui ne va pas rester parce qu'il y a description de cette base, on va voir ça dans l'exemple. Et pour terminer, il faut avoir Oracle Enterprise Edition pour pouvoir réaliser ce type d'action. Dans la syntaxe ici, donc recover table space, nom du table space, team time. On peut utiliser le numéro de séquence. C'est pour ça que dans le numéro de séquence, avec la lecture du fichier de contrôle, on peut avoir le numéro de séquence. Et il y a la partie destination qui est le chemin de la base auxiliaire, de l'instance auxiliaire qu'on va créer. Ou alors on peut utiliser la deuxième méthode avec un team time en précisant l'heure si on a l'heure. Et d'ailleurs, on va utiliser plutôt la deuxième méthode ici. C'est une méthode que je trouve assez simple. Bon, lorsque l'action vient d'être effectuée. La mise en garde ici, que je fais, c'est que si notre table space qu'on souhaite restaurer contient jusqu'à 75% des données de la totalité de la base, il vaudrait mieux pas utiliser cette méthode parce que ça prendra beaucoup de temps. Donc, il vaudrait mieux faire une restauration classique. Et donc, du coup, là, clairement, toutes les autres bases de données seront impactées. Contrairement à en utilisant cette méthode-là, on va éviter d'impacter les autres schémas de la base de données. Donc, voici les étapes du TP qu'on va réaliser. Donc, la création d'un table space dédié, plus le schéma applicatif, la création d'un objet dans le schéma, le backup, on va dropper le table space. On aurait pu supprimer juste la base de données, mais supprimer juste la table. Mais ici, on va supprimer le table space pour pouvoir faire cette action et démontrer que on retrouve bien nos données et que la base reste toujours accessible. Donc, on va faire le recover. À la fin, on doit faire, parce que l'opération met la base, restore une table space offline. Donc, on va remettre le table space en ligne. Et à la fin, l'opération n'exécute pas le calcul de stats sur l'utilisateur, sur le schéma, sur les schémas qui sont dans cette base de données, dans cette table space-là. Donc, il faut réexécuter la commande de calcul de statistiques. Voilà, sans plus attendre, on va aller sur cette partie démonstration de la procédure, de comment ça fonctionne.
Donc, nous voici donc dans la suite de la démonstration. Donc, je travaille toujours avec deux écrans. Donc, voilà, on a deux écrans. Premier écran ici, on va faire les premières actions. Et le deuxième écran, on va vérifier ici si tout est correct. Donc, d'ailleurs, on se connecte à la base de données. Donc, premier écran. Et on va créer ici tout le nécessaire. Donc, première action, on crée notre table space. Table space créée. On va créer un schéma applicatif qui sera dédié à ce table space. Donc, on le crée. On va dire que c'est son table space par défaut. C'est fait. On doit donner les droits. Donc, je vais ici, pour ne pas vraiment compliquer, on va dire qu'il a les droits illimités sur le table space. Le user a le droit illimité sur le table space. On va lui donner les droits pour pouvoir se connecter. Donc, Grant, on lui donne Grant DBA, hein, c'est l'équivalent. Donc, une fois que cela est effectué, on va juste vérifier ici. Hop. Ici, on peut voir qu'on a créé bien notre user, notre utilisateur est à son table space par défaut qui est 0,3. Donc, maintenant, que contient le table space 0,3? Pour l'instant, on voit bien la taille, 90, presque 100 gigas, 100 mégas. Donc, ceci étant dit, on va vérifier les objets. On va vérifier ici si on a des objets dans notre table space. Là, on n'a aucun objet, ce qui est normal. Donc, on continue la procédure. Maintenant, on va se connecter avec notre utilisateur, donc notre schéma applicatif que j'ai nommé app03. Actuellement, on est connecté. On va créer une table. Hop. Voilà. Notre table est créée. J'ai mis table space ici. Table space, j'ai précisé table space ici, mais ce n'est pas la peine, hein, puisque c'est le table space par défaut. Et ici, deuxième action, je vais injecter 10 000 lignes dans notre table. Donc, on va pouvoir le vérifier ici, sur l'autre fenêtre. Donc, select, count, étoile. Voilà. Hop, c'est normal, je ne suis pas dans le bon schéma. On va le vérifier ici. Donc, on a bien 10 000 lignes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va se connecter. On va se connecter dans cette fenêtre sur notre base on va se connecter sur cette fenêtre avec notre utilité Herman. Donc, on va lancer la sauvegarde. On va lancer un backup. Vous voyez, c'est backup plus archive-log, hein, pour pouvoir avoir les informations des fichiers journaux. Donc, le backup se lance. Donc, maintenant, quand le backup est lancé, on va essayer ici. On va d'abord se déconnecter. C'est plus simple. Ici. Dans la fenêtre d'à côté, on a notre backup qui est terminé. Donc, ici, on va dropper. Voilà, on drop notre table space, include the content. Donc, on va se reconnecter. On va essayer de se reconnecter à notre utilisateur ici. Il est bien connecté. On va vérifier la table. Normalement, on a une erreur. Voilà, la table n'existe plus. Pourtant, on est bien connecté. Donc, tout a été supprimé. C'est là que commence notre procédure. Donc, on a la méthode de vérifier. Donc, je vous ai montré, j'ai parlé de deux méthodes. Là, ici, on va utiliser plutôt le numéro
le temps, team time, au lieu d'utiliser les séquences. Donc, comment on va faire ça? On va aller dans le fichier de log. Dans notre fichier de log, on va vérifier le temps de la suppression, au moment où la suppression, au moment de la suppression. Donc, vérifier ça ici. Donc, on va faire un tel ici, tout simplement. C'est la dernière action qui a été faite sur la base. On peut vérifier ici qu'il y a eu un delay, donc il y a eu la suppression. Ici, on voit le drop ici. On voit l'heure de la suppression ici. Donc, c'est cette heure-là qui nous intéresse. Donc, si on veut faire un backup, c'est à partir de ici 14h33 et 18 secondes. Donc, on va préparer le script, du coup, pour pouvoir faire les actions de ce côté. Donc, je reprends ma préparation ici. On a les actions, l'heure ici. Donc, j'ai préparé déjà l'heure. Donc, on est le 23, on est le 3 à 14h. 14h33. Et ici, c'était écrit 33 et 18 secondes. Là, on va mettre 17. Je vous conseille de mettre 17 secondes. Parce que le temps que la log s'écrive, on peut dire qu'on était on était à peu près à 17 secondes. Donc, je vais mettre ça comme cela. Donc, les autres choses que j'ai dit, je n'ai pas eu à dire, mais le répertoire de destination doit exister déjà. Donc, j'ai déjà eu à créer le répertoire de destination auxiliaire. Donc, du coup, donc, je reprends ma commande ici. Hop, c'est plutôt, je vais prendre celle-ci, 03. Ici, 14h33 et 17 secondes. Hop. Donc, on va l'exécuter ici. Donc, on peut voir ici dans notre fichier de log les actions qui seront effectuées, donc toutes les étapes qu'on a citées tout à l'heure. Donc, on regarde dans le fichier de log ici, et de ce côté aussi, dans la fenêtre, on voit on va créer une table, on va créer une base auxiliaire où on la passe en mount, on fait les actions en mount sur la table, on se met à restaurer dans cette partie auxiliaire-là, on crée une base de clone, on clone la base, c'est ce qui se passe ici, on peut voir ça, l'opération de clonage de la base, et de ce côté, on peut voir que la base est toujours accessible. Ah, voilà, la base est toujours accessible. Il me semble qu'il se peut que j'ai des problèmes au niveau de mon fichier de mon file system. Parce que là, c'est un peu lent. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on va continuer. Ici, on va vérifier si on arrive à se connecter. On voit bien que de l'autre côté, les actions sont en train de se réaliser. Est-ce qu'on se connecte? On arrive bien à se connecter. Ici, il y a la lecture de metadata, ce qu'on a vu dans le schéma, et l'import. Là, c'est l'export. Donc, il lance la commande XDP, il commence à faire son export. Donc, Processing Object Transform Table Export. Donc, il commence ses actions. On peut voir que ici, ça c'est le nom. Alors, il fait les exports. Ici, on peut se connecter déjà à l'utilisateur, mais il n'a pas encore commencé la procédure d'import. Donc, il a terminé ici il a créé son job. Là, c'est le numéro du job. Il a créé le job. Le job, c'est bien terminé. Et là, il entame le processus de chargement. Et là, la base auxiliaire, une fois que tout est terminé, il supprime la base auxiliaire. Il fait les deletes. On voit ici, tout a été deleté. Et il revient à l'état initial. On voit ici que le table space, il est offline. Donc, c'est pour ça que nous, on va remettre le table space online. Donc, on peut déjà préparer la commande ici.
Donc, donc, on va mettre ici online du tablespace. Donc là, le tablespace est online. On a déjà, en faisant cette commande, on sait que tout fonctionne. Donc, on va se connecter chez moi. On est connecté. On va relancer notre commande ici. Est-ce qu'on a eu nos tables après restauration? On a bien nos lignes qui ont été restaurées ici. Et pour terminer, pardon, on va exécuter le calcul de statistiques sur ce schéma-là. Donc, on va utiliser, bien entendu, les packages RDBMS de Oracle. Donc, DBMS Oracle. Donc. Voilà, on a passé le calcul des statistiques. Donc, on a bien pu faire la restauration. Nos bases, la base n'a pas été indisponible pour les autres utilisateurs. Donc, ils pouvaient travailler tranquillement sur leurs données sans être affectés par nos actions. Voilà. Donc, pour terminer ce cours, donc voilà les actions qui ont été réalisées. Donc pour finir, on a les autres solutions de restauration qu'on en parlera. Donc on a la restauration complète de la base avec une sauvegarde antérieure. Donc ça c'est DBPITR, c'est le plus connu, où on a vraiment l'indisponibilité de toute la base et on fait une restauration précise. On va faire une restauration, mais la base n'est plus disponible pour les autres utilisateurs. Donc, on a aussi la méthode Flashback Database. Je vais vous préparer une série de vidéos là-dessus. Donc, la prochaine vidéo, on parlera d'une restauration complète PITR, DB PITR. Et la suite, on parlera de Flashback Database. Après, on parlera des data pump et l'import des table space. Bon, l'import des table space, bon, c'est tout dans la même continuité. Voilà, donc pour finir et conclure sur ce cours, donc bien entendu, cette méthode a bien ses limites, hein, il y a ses limites. Euh, donc il existe un certain nombre de situations qui ne peuvent pas être, qui ne pourront pas être résolues en utilisant cette méthode-là. Donc je vous laisse regarder dans le manuel, il y a dans le manuel Oracle où on parle de cette fonctionnalité PITA. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut respecter euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir appliquer ça ou ne pas l'appliquer. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos.